Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du tueur en série américain qui est passé sur l'équivalent de l'émission Tournée Manège. Rodrigo Jacques Alcala Bucor naît le 23 août 1943 à San Antonio, au Texas. En 1951, lorsqu'il a 8 ans, son père, Raúl Alcala Bucor, abandonne la famille pour partir vivre au Mexique. Connaissez-vous la triade McDonald, aussi connue sous le nom de la triade du sociopathe? Il s'agit de 3 caractéristiques comportementales associées et si les 3 sont présentes en même temps, cela n'amène en général rien de très bon. Elle associe la cruauté envers les animaux, la pyromanie, ainsi que les énurésies nocturnes persistantes après l'âge de 5 ans. Il en ressort très souvent des comportements violents et particulièrement homicidaires. Si je vous dis ça, c'est tout simplement puisqu'Alcala n'avait rien de tout cela. C'était un enfant normal, il n'avait pas de problème de comportement. À 12 ans, sa mère Ana Maria Gutiérrez, ses sœurs Christine et Marie, ainsi que lui, déménage dans la banlieue de Los Angeles. Alcala est très populaire, il a beaucoup d'amis et très souvent il est en couple, il a pas mal de succès auprès des filles. À l'âge de 17 ans, il décide de s'engager dans l'armée américaine et sert pendant 4 ans comme commis. En 1964, après avoir fait une dépression nerveuse, il est renvoyé et le psychiatre de l'armée lui avait diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale. Ce trouble en question se caractérise par un motif de mépris pour les conséquences et les droits des autres. En 1968, Alcala est diplômé de l'UCLA School of Fine Arts, c'est une université des beaux-arts à Los Angeles. La même année, en 1968 toujours, lorsqu'il est à Los Angeles, il kidnappe, il agresse et il tente de tuer sa première victime. Tali Shapiro, une petite fille de 8 ans, se rendait à l'école à pied. Alcala la voit, s'arrête à sa hauteur, il est en voiture à ce moment-là, et lui demande si elle a besoin que quelqu'un l'emmène quelque part. Ce à quoi elle lui répond, et c'est un très bon réflexe, « Je ne parle pas aux étrangers et je ne monte pas dans la voiture des inconnus ». Alcala n'a pas dit son dernier mot. Il va essayer de l'amadouer. Il lui dit qu'il connaît sa famille, que c'est un ami de la famille, qu'il n'est pas méchant, et petit à petit, la petite fille baisse sa garde et monte dans le véhicule. Un voisin observe toute la scène. Il se dit « il y a un truc qui va pas ». Il prend sa moto et il suit la voiture beige jusqu'à l'appartement d'Alcala, qui est situé avenue de Lompré. Ils voient ensuite l'homme descendre de la voiture avec la petite fille et entrer dans l'immeuble. Ce voisin appelle la police. Au moment où les policiers arrivent, Alcala avait déjà frappé la petite fille avec une tige en acier et l'avait violée. Les policiers frappent à la porte. Alcala, il n'est pas fou. Il s'échappe par l'arrière. Tali avait été très violemment frappée. Quand les policiers rentrent, elle est allongée dans une mare de sang dans la cuisine et ils la croient morte au début. Heureusement, elle est encore en vie. Mais le principal suspect s'est enfui. Il est placé sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Alcala a carrément changé de côte. Maintenant, il est sur la côte Est, et plus particulièrement à New York. Il s'inscrit dans une école de cinéma à New York University, dans l'université de New York, et il étudie de 1968 à 1971. René Alcala se fait passer pour John Berger. Et il étudie le cinéma avec Roman Polanski, dont la femme aura été assassinée quelques années plus tard par un des membres de la famille Manson. Si vous n'avez pas vu la vidéo, petit i. En 1971, il commet son premier crime. Cela a lieu juste avant qu'il parte dans un camp de théâtre pour enfants dans le New Hampshire. Dans ce camp de théâtre, il travaille comme conseiller. Il propose son aide à Cornelia Crillet lorsque cette dernière veut emménager dans son appartement à Manhattan.
C'est une hôtesse de l'air de Trans World Airlines. Cela ne s'est pas bien fini pour elle puisqu'elle a été étranglée et violée dans son appartement. Alcala ne sera pas suspectée avant 2011, soit 40 ans après le meurtre. Durant le camp d'été où il travaille comme conseiller, 2 jeunes filles le reconnaissent. En effet, ces dernières avaient vu les affiches publiées par le FBI, donc elles décident d'en parler au personnel du camp. Alcala est dénoncé aux autorités. Il est extradé vers la Californie en août 1971 où il est jugé pour viol et tentative de meurtre de la petite fille Tali Shapiro. Problème, pour Alcala ça tombe très bien, la petite Tali Shapiro ainsi que sa famille sont partis au Mexique. En effet, après l'incident qu'il y a eu, la petite Tali Shapiro a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et lorsqu'elle s'en est remise, ses parents ont décidé de partir vivre au Mexique. Et maintenant qu'ils sont au Mexique, ils ne veulent pas retourner aux États-Unis et ils ne veulent surtout pas que la petite fille témoigne pour éviter que cela revienne sur le tapis et que ça lui ressasse les mauvais souvenirs. Ils s'en tirent avec un plaidoyer de culpabilité pour une accusation moindre, atteinte à la pudeur. Il est condamné à une peine d'une durée indéterminée, ce qui signifie qu'il sera libéré lorsqu'il prouvera qu'il est réhabilité. Ce système était très populaire dans les années 1970 lorsque les délinquants sexuels étaient condamnés. En 1974, après 34 mois d'incarcération, Rodney Alcala est libéré. 2 mois après, il kidnappe une jeune fille de 13 ans, Julie G., la force à fumer, consommer de la marijuana et l'oblige à l'embrasser. Elle porte plainte et malgré ce qu'il a fait, il a quand même tenté de l'embrasser, de l'agresser, etc. Les charges retenues sur lui sont seulement celles de possession de marijuana. Il écope de 2 années de prison. Il est libéré de prison en 1977, il retourne à Los Angeles et il trouve un emploi de typographe pour le Los Angeles Times. En juillet 1977, Alcala obtient la permission de la part de son agent de libération conditionnelle de se rendre à New York pour aller voir ses parents. Peu de temps après son arrivée, il tue Ellen Jane Hoover, une mondaine de 23 ans. Son corps ne sera retrouvé que 11 mois plus tard dans le comté de Westchester à Rockefeller. Des témoins ont dit qu'ils ont vu la jeune femme parler avec un homme le jour de sa disparition, mais également le jour avant sa disparition, et lorsqu'il donne une description de l'homme en question, cela correspond tout à fait à Alcala. Apparemment, il aurait aussi été vu à Rockefeller. Lorsque les policiers regardent l'agenda de la victime, ils remarquent que le jour de sa disparition, il y avait une rencontre avec un certain John Berger, le pseudonyme d'Alcala. Très vite, les policiers interrogent Alcala. S'il avoue connaître cette jeune femme, il nie l'avoir tuée. Ils lui demandent de passer un test polygraphe, ce dernier refuse et ils ne peuvent rien faire car pas de corps, pas de meurtre, pas d'enquête. Quand Alcala a été interrogé, c'est parce qu'Ellen Jane Hoover était portée disparue. À ce moment-là, il n'avait pas encore retrouvé son corps. Alcala est aussi interrogé en tant que délinquant sexuel dans l'enquête du Hillside Strangler, l'étrangleur des collines. C'était un autre tueur en série qui sévissait à New York dans les années 70. En novembre 1977, Alcala tue Jill Barcombe, une femme de 18 ans, originaire de New York, qui avait déménagé en Californie. La police pense même que c'est une des victimes du Hillside Strangler. En décembre, Alcala tue Georgia Wixt, une infirmière de 27 ans. Le 13 septembre 1978, malgré son casier judiciaire, Alcala est admis comme Bachelor Number 1 dans l'émission The Dating Game. C'est l'équivalent de l'émission française Tournée Manège. Le présentateur le décrit comme un photographe professionnel à succès qui a pour hobby le parachute et la moto. Alcala remporte l'émission et il repart avec la gagnante Cheryl Bradshaw. Cependant, en backstage, cette dernière se rend compte qu'il est un peu bizarre, très effrayant. Elle décide de ne pas continuer avec lui et refuse tous les rendez-vous.
En 2010, cette dernière a même déclaré à la CNN que c'était un homme très silencieux et qu'en même temps, il ne se laissait pas faire et que lorsqu'il voulait faire quelque chose et dire quelque chose, il ne se gênait pas. L'émission a surtout permis à Alcala d'avoir de l'attention et c'est ce qu'il recherchait. Le profileur criminel Pat Brown a suggéré plus tard que le rejet de Cheryl l'avait encore plus irrité puisqu'Alcala avait tué au moins 3 autres femmes en 2 ans. En juin 1979, il tue Charlotte Lamb, 33 ans, dans la buanderie de son immeuble à El Segundo. Il tue ensuite la même année et le même mois Jill Parento, 21 ans, et Robin Samso, 12 ans. Robin est sa dernière victime connue. Le 28 juin, elle se rend à la plage pour rejoindre son amie Bridget. Une fois à la plage, les 2 jeunes filles se mettent en maillot de bain. Alcala les approche pour leur demander s'il peut les prendre en photo. Au début, les filles disent « Oui, pourquoi pas, si vous voulez ». Sauf qu'un voisin, il me semble que c'est encore un voisin, est témoin de la scène, s'interpose et dit « Non, non, toi là, tu t'en vas, tu les prends pas en photo. Allez, ça dégage ». Il s'en va. Plus tard dans la journée, un employé du cours de ballet où Robin devait se rendre appelle ses parents pour leur dire que leur fille ne s'est jamais présentée au cours. Sa mère appelle le 911. Et ce n'est que 12 jours plus tard, le 2 juillet 1979, que son corps est retrouvé dans les montagnes de San Gabriel. Un garde forestier dira plus tard qu'il a vu un homme du même type d'Alcala, dont la description pourrait correspondre, qui conduisait la même marque et le même type de voiture, avec une jeune fille et il la conduisait dans le ruisseau le 20 juin. Son amie Bridget décrit l'homme et un portrait robot est affiché dans toute la Caroline du Sud. L'agent de libération conditionnelle d'Alcala, qui était à Los Angeles, voit ça et contacte la police en leur disant « Vous devriez peut-être regarder du côté de Rodney Alcala ». Le 14 juillet 1979, la police l'arrête, mais Alcala disparaît de nouveau. Les policiers trouvent un reçu pour un casier de stockage à Seattle lorsqu'ils fouillent la maison d'Alcala. Ils se rendent donc à Seattle et ouvrent le casier en question. Ils trouvent des centaines de photos, principalement des jeunes filles, parfois nues, parfois en maillot de bain ou parfois habillées. Mais jamais beaucoup habillées. Alcala est même présent sur certains des clichés. Les policiers retrouvent également une paire de boucles d'oreilles qui appartenait à Robin Samsoe et une autre paire qui appartenait à Charlotte Lamb, comme une sorte de trophée qu'il gardait après ses meurtres. Le 24 juillet 1979, Alcala est arrêté pour le meurtre de Robin Samsoe. Cette fois-ci, il ne s'échappe pas. En 1980, il est jugé pour ce meurtre, il est reconnu coupable et est condamné à la peine de mort. Sa peine a été annulée à 2 reprises. En 1984, juste avant le procès, le jury a été informé de ses condamnations antérieures. Puis, de nouveau, en 1986, un témoin aurait été hypnotisé. En prison, Rodney Alcala publie un livre intitulé You, The Jury, dans lequel il nie avoir tué Samsoe, Robin Samsoe, et il propose même un autre suspect. Alcala ne s'arrête pas là, il a également tenté de poursuivre le système pénal californien à 2 reprises. Une première fois pour un accident avec glissade, certainement au moment du procès, et donc une chute derrière, et une deuxième fois parce que la prison ne lui avait pas donné de régime pauvre en Grèce. En 2003, alors qu'un 3e procès est prévu, son ADN, qui avait été prélevé pendant son incarcération, le relie à 2 autres victimes. En 2010, Rodney Alcala est jugé pour 5 meurtres. Ceux de Robin Samsoe, Jill Barcombe, Georgia Wixt, Charlotte Lamb et Jill Parento. Durant son procès, on lui diagnostique un trouble de la personnalité borderline ou trouble de la personnalité limite. C'est un trouble de la personnalité qui est caractérisé par une impulsivité majeure et une instabilité marquée par des émotions, des relations impersonnelles et de l'image de soi. On lui diagnostique aussi un narcissisme avec un certain sadisme sexuel et psychopathe. En 2010, à l'âge de 66 ans, Rodney Alcala se défend tout seul
au cours de son procès. Et il est très bizarre, il ne sait pas faire, il utilise des voix étranges, il se comporte bizarrement, dit des choses insensées, bref, c'est un véritable cirque. Il insiste surtout sur le fait qu'il ne soit pas coupable pour le meurtre de Robin Samsoe, et quand on lui demande « mais qu'en est-il des 4 autres meurtres pour lesquels vous êtes accusé ?» il répond tout simplement « alors là, je ne m'en souviens pas, mais je n'ai pas tué Robin ». Le 25 février 2010, il est reconnu coupable pour tous les chefs d'accusation. 5 de meurtre, 1 de kidnapping et 4 de viol. Pendant l'annonce de son jugement, il met une musique en marche, ce qui est très étrange. Il est condamné à la peine de mort et en 2010, il est inculpé cette fois-ci à New York pour les meurtres de Cornelia Crillet et d'Helen Jane Hoover. Il plaide coupable pour les 2 meurtres en décembre 2012. Le 7 janvier 2013, il est condamné à une autre peine d'emprisonnement à perpétuité. Les enquêteurs pensent également qu'il est responsable du meurtre de Pamela Jean Lumpson, une jeune femme de 19 ans. Ce meurtre date de 1977 et a eu lieu à San Francisco, mais il ne peut pas être accusé car il n'y a aucune empreinte digitale ou preuve ADN qui pourrait l'inculper. Vous vous rappelez des photos qui ont été retrouvées dans son casier de stockage ? Eh bien en 2010, le FBI a décidé de les rendre publics. Il y en avait 120 et s'ils font ça, c'est pour que les familles des victimes se manifestent. Il y a beaucoup plus de photos que ça, ils en ont publié seulement 120. Il y en a plus de 900 autres, cependant, elles montrent des femmes dans les positions sexuelles explicites et la plupart du temps complètement nues. Donc elles ne peuvent pas être publiées, elles sont censurées. Environ 21 femmes se sont manifestées et identifiées et il y a eu également 6 familles qui disent qu'effectivement il s'agit d'un des membres de leur famille qui avait disparu depuis longtemps. En 2013, sur l'une des photos, Kathy Thornton reconnaît sa sœur qui avait disparu depuis 1977. Sa sœur Christine est sur une moto. En septembre 2016, Rodney Alcala est inculpé du meurtre de Christine Ruth Thornton, dont le corps a été retrouvé dans le Wyoming en 1982, soit 5 ans après sa disparition. Incarcéré à la prison d'État de Californie à Corcoran, Alcala décède de cause naturelle à l'âge de 77 ans, le 24 juillet 2021. Au moment de son décès, Alcala était toujours dans le couloir de la mort, il attendait son exécution pour les meurtres dont il avait été reconnu coupable en Californie. Les victimes d'Alcala étaient des femmes âgées de 8 à 31 ans, on ne sait cependant pas les détails de la manière dont il les a approchées. En général, elles étaient tuées chez elles ou aux alentours de chez elles, donc on se dit qu'il les a très certainement suivies jusqu'à chez elles, ou alors leur a proposé de les raccompagner. Pour les tuer, il les étranglait avec des pantalons, des écharpes, des lacets et ensuite il les frappait avec des objets contendants qu'il avait aussi sous la main. Ce qu'il aimait par-dessus tout faire, c'était étrangler ses victimes jusqu'à l'inconscience, puis il relâchait l'étreinte, elles revenaient à la vie, il les réétranglait, etc. et il aimait les torturer comme ça pendant de nombreuses heures. La police pense notamment que les victimes ont été positionnées d'une certaine manière après les meurtres pour qu'elles soient dans des positions sexuellement explicites ou tout simplement des positions choquantes lorsque les officiers allaient trouver les corps. Alcala a été comparé à un autre tueur en série très célèbre, Ted Bundy. Tous les deux étaient des tueurs en série qui ciblaient à la fois des femmes et des enfants. Ils ont opéré dans plusieurs États et ont tué leurs victimes avec soit un objet contendant, soit en les asphyxiant. Et pour les 2 hommes, leur dernière victime connue avait 12 ans. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous ne connaissiez pas ce tueur en série. Comme d'habitude, je lis tous vos commentaires, j'essaye de répondre un maximum et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.